Aujourd'hui est un grand jour parce on est enfin arrivé à Théodore Herzl. Théodore Herzl représente un personnage capital pour l'histoire du judaïsme parce que c'est lui qui a révolutionné ce que les Juifs attendaient depuis des temps de siècles et de siècles, presque 2000 ans, à savoir le retour en Israël. Donc la terre d'Israël, qui était perçue comme ne pouvant arriver que par un Mashiach, un roi juif qui allait revenir, annoncé par la prophétie. On ne s'est pas déroulé exactement comme ce que enfin, on ne sait pas exactement comment ça pourrait se dérouler. Mais en tout cas, pratiquement, la volonté et l'acquisition du retour à sa terre, en tant qu'État juif libre, s'est accompli, s'est concrétisé grâce à Théodore Herzl. Un gros problème se pose justement à ce propos même, à propos de Théodore Herzl, c'est que justement parce que c'est lui qui a créé le sionisme, il aurait dû avoir une valeur au sein de l'histoire juive la plus importante. Herzl aurait dû être adulé, aurait dû être considéré comme un dieu, comme une idole. Alors même dans les sionistes, c'est ça qui est assez phénoménal, c'est que même dans l'histoire du sionisme, en Israël même aujourd'hui, vous verrez bien, si vous parlez à un enfant de l'école, c'est comme si que Herzl, il n'avait pas la gloire qu'il méritait, il était obscurci même. Quelque chose de noir, quelque chose d'occulte se trouvait à propos d'Herzl. Herzl est occulté, alors qu'il normalement, il aurait dû être une image fondamentale, un père fondateur. Or ce père fondateur, avec toute l'adulation qu'il aurait dû susciter, semble méconnu, semble obscurci. On ne sait pas pourquoi. Quelque chose a fait que on l'évite. Voilà, on l'évite et donc du coup on le connaît pas, on le connaît mal. Si vous dites à quelqu'un en Israël Herzl, il va simplement imaginer, il va le projeter en fonction de ce que lui pense que c'est Israël, ce que c'est les sionistes. Si pour lui Israël c'est la solution la plus ultime à la question juive, c'est le retour, c'est enfin un État national tellement envié rêvé dans le judaïsme depuis tant de siècles. Herzl serait un bienfaiteur du peuple juif, qu'il aurait enfin trouvé la façon, il aurait réussi enfin à concrétiser ce qui avait été depuis tout le temps une utopie et un rêve. Le problème qui se pose, c'est comment ça se fait que Herzl, c'est lui qui a réussi ce projet. À vrai dire, ce rêve d'Israël, c'est un rêve qui a été depuis tout le temps. Tous les juifs en ont voulu, et je pense que des gens importants même dans la communauté juive, durant l'histoire, ont un jour réfléchi, se sont dit ce serait ça la bonne solution, que sans attendre qu'un Mashiach divin nous parvienne, que nous-mêmes, on entreprend les choses, et que l'on trouve une terre, même si ce n'est pas Eretz Israël, la Palestine, que ce soit au moins un territoire où les Juifs pourront trouver refuge, et ce serait du moins une solution à l'antisémitisme, ça apporterait une liberté aux Juifs. Pourquoi le seul qui a réussi finalement l'envie messianique, c'est Herzl. Et parallèlement, ce Herzl-là, il nous est inconnu. Voilà, il est absent de la révélation, il est absent de la manifestation claire. Le gros problème de Herzl, et c'est pour ça qu'il est occulté, en fait, c'est son antisémitisme. Et c'est là tout le sujet, c'est que quelqu'un d'aujourd'hui a du mal à comprendre, très du mal à comprendre, que l'origine, le bienfaiteur du peuple juif, le Messie du peuple d'Israël, aurait pu avoir des idées contre les Juifs. Des idées et des phrases assez même extrêmes, qu'il aura été presque un précurseur de Hitler. Il va dire des phrases assez extrêmes, exactement ce que les clichés antisémites que Hitler va officialiser, que les Juifs, finalement, c'est toujours les gagnants dans l'argent, les goïms font des guerres, mais pour l'intérêt des Juifs, etc. Plein de choses pareilles. Herzl, déjà, il les disait lui-même, il reprenait à son compte toutes les théories antisémites. Et ça, c'est dans ses écrits même. Donc, comment
comment nous voulons que la masse juive, nous, qui simplement un peuple qui se croyant victime de l'antisémitisme, voit dans un personnage celui qui aurait trouvé la solution, qui aurait eu le déclic et la mise en pratique de la véritable solution à l'antisémitisme par le retour et par l'acquisition de la terre d'Israël. Comment nous voulons que ce bienfaiteur-là, ce Messie juif pour le peuple juif, aurait pu même avoir la moindre idée antisémite. Ça paraît totalement inapproprié. Or pourtant, si on se prend littéralement à ce qu'il dit, il y a ça, réellement. Comment comprendre l'antisémitisme de Herzl? Comment est-ce possible que le fondateur du sionisme, du rédempteur du peuple d'Israël, aurait pu être un antisémite? C'est inconcevable pour un juif, un israélien actuel, c'est inconcevable. Voilà pourquoi quelque chose d'obscur se trame, masque Herzl, il est occulté, et c'est pour ça que sûrement finalement la gloire du sionisme est comme absent, a comme été enlevée de Herzl, elle est plutôt passée chez Ben Gurion, chez d'autres personnages beaucoup plus représentants de la collectivité, de la conscience de la collectivité juive. Néanmoins, il faut bien comprendre, et c'est là le sujet le plus important, comment le sionisme, comment l'antisémitisme peut avoir quelques liens avec le sionisme. À vrai dire, Herzl, en fait, si l'on reprend son histoire, il participe à l'histoire juive, l'Ashkenaz. Ça veut dire que lui, son idéal à la base, c'est pas du tout la Torah, c'est pas du tout le retour dans la Terre Sainte. Lui, qu'est-ce qu'il a dû, Herzl? C'est l'Europe. C'est Vienne, c'est Paris, c'est la France, c'est l'Europe, ce sont les Occidentaux. Toradiquement, on va dire que c'est Esav. Le frère Esav, le grand frère Esav, c'est lui l'homme idéal. Eh ben, les Juifs Ashkénazes, depuis la Haskalah, depuis Moshe Mendelssohn et avec la Révolution française, ils sont heureux de trouver assimilation en France et dans les pays d'Europe. Dieu n'est pas plus heureux en France. Rappelons ce que disaient les Juifs français. Or, le phénomène antisémitisme, que Herzl est né là-dedans. Ça veut dire qu'Herzl est né à une époque, a grandi à une époque où l'antisémitisme reprenait, montait. Il a subi durant ses études, puisque des discriminations lui avaient été faites à propos de certains groupes d'étudiants, il avait été exclu parce qu'il était juif. Ça veut dire qu'il a vécu et il écrit qu'il a souffert de ça, qu'il a été humilié par ça. C'est-à-dire qu'au contraire, Herzl est vraiment au fond de lui le petit juif sensible qui se sent honteux, victimisé de l'antisémitisme. Mais lui, justement par cette honte même, lui, ce qui l'intéresse, lui, vers quoi il est tourné et fasciné, c'est exactement comme tout ce que le rêve messianique de la Haskalah promettait et annonçait. L'ouverture, c'était l'ouverture vers l'émancipation, vers l'extérieur, donc vers le monde goy, vers le monde européen. Le goy chrétien n'était pas du tout perçu comme mauvais, au contraire, c'était lui l'homme auquel le juif voulait s'assimiler. Donc Herzl n'avait nullement, son souci n'était pas du tout le retour en Israël, c'était très loin de son esprit. La Bible, la Torah, les écrits religieux, pour lui c'était du passé. Et Herzl n'a pas fait à son fils même la circoncision, la Brit Mila, parce qu'il voulait justement pas que son fils ait un quelconque signe de judaïté qui, en grandissant, va le montrer qu'il est différent des autres. Herzl, c'est un personnage qui s'est soucié, voilà la vie de Herzl, si on peut la définir. Herzl n'était pas un grand personnage du point de vue social. C'est pas quelqu'un qui est devenu riche, qui s'est enrichi, qui a une classe sociale élevée, pas du tout. Il a simplement été journaliste. Okay, donc ça le mettait un peu en contact avec l'actualité, des personnages un peu importants, mais dans le fond c'est un juif du commun, c'est un juif qui peut représenter un juif assez moyen, un juif de la masse, un juif qui travaille sans plus pour pouvoir assurer sa famille, mais c'est pas quelqu'un il ne rentre pas dans la catégorie des juifs que les clichés antisémites renvoient, comme les Rothschild ou comme les autres, pas du tout. C'est un juif qui, au contraire, se sent inférieur par rapport à ces juifs-là riches. Lui, c'est pas un juif de l'argent, si l'on peut dire. Il est un juif du quotidien, qui simplement travaille pour vivre.
Mais il a une conscience qui réfléchit, il a un souci. Voilà, Herzl, c'est un personnage qui est soucieux de quelque chose. C'est le problème antisémite, c'est que depuis son enfance, il est très affecté. Il faut croire qu'il est très affecté par le fait que il n'est pas aimé, il ressent qu'il y a de l'animosité vis-à-vis de lui. Et ça l'embête grave. Herzl, ça l'embête grave, et pour lui, c'est son obsession. Il aurait voulu être aimé de tous. Il aurait voulu pouvoir se fondre, rentrer dans la société dans laquelle il idéalise, dans laquelle il aime. Ça montre déjà une sorte de... comme si c'est un juif qui ne s'aime pas vraiment lui-même. Il n'arrive pas à s'aimer lui-même. C'est une situation pareille intérieure où le juif est en faiblesse. Il n'arrive pas à s'aimer de lui-même pour lui-même. Pour s'aimer, il a besoin d'être aimé par les autres. Parce que lui, il idéalise en réalité par l'égoïsme. Il y a déjà fondamentalement une sorte de complexe juif et de supériorité égoïste. Mais ça, en vérité, c'est très commun à la conscience juive. La conscience juive du ghetto, qui est sortie du ghetto, il a souvent cette impression qu'effectivement, qu'il a des défauts, des choses, finalement, le gars qui a grandi dans un monde, il est plus, en tout cas, extérieurement, il donne une meilleure image que lui. Il est parfois honteux de lui-même et il est attiré par la façon, au moins, la belle image de l'homme civilisé occidental. Et le fait qu'il n'a pas réussi à être aimé, ça a été un gros problème pour lui. Mais en fait, ce gros problème pour lui, quelle que soit sa psychologie, ça montre bien qu'il y a ici la psychologie personnelle à lui. Quelle que soit sa psychologie personnelle, pourquoi tellement il est sensible, pourquoi tellement ça le touche, l'antisémitisme, pour le fait qu'il n'arrive pas finalement à s'assimiler complètement. En tout cas, ça l'obsède. Ok ? Et Herzl, il veut se soucier, il prend ce souci, voilà, c'est ça qui est très important chez lui, il ne le réduit pas à son individualisme, à sa psychologie à lui personnelle, comment se sortir avec ça. Il veut en faire une question pour les autres. Il se soucie même des autres. D'accord ? Donc ses propres enfants en premier. Et aussi sa communauté. Un jour, la solution que Herzl a trouvée, c'était de convertir justement les enfants à l'âge jeune, parce que étant jeunes, ils n'auront pas la culpabilité de se dire qu'en fait ils font quelque chose de lâche en se convertissant. Et donc, si on les convertit, au catholicisme depuis leur jeune âge, en grandissant, ils seront déjà assimilés, ils seront déjà mélangés. Et c'est une façon d'empêcher aux propres enfants juifs, de pouvoir subir eux-mêmes, en grandissant, une différenciation qui leur causerait de l'antisémitisme. Voilà, c'est une façon que Herzl, il a vraiment eu ce souci, cette obsession de ne pas réussir à être aimé par les non-juifs. C'est ça qui l'embête grave. Donc si à son fils, il ne fait pas le Brit Mila, parce que justement, il ne veut pas, il veut lui enlever tout signe de juif, de judaïté qui le rendrait maudit, qui lui mettrait une étiquette sur la tête, qui l'empêcherait en fait de pouvoir s'assimiler. Mais cette assimilation, n'oublions pas, c'est la vision messianique de l'époque. C'est la vision idéale, émancipation pour les juifs, que la révolution promettait et que la Scala, les Lumières promettaient. Donc pour eux, le bonheur se trouvait dehors. Donc il fallait sortir de soi. Voilà, Herzl, un point positif qu'on peut dire, très, très positif. D'accord ? Que ça soit que ce que les gens écrivent, qu'ils soient fous, pas fous, à demi-fous, on s'en fout. Herzl, il a quelque chose de grand, sinon si on peut voir comme ça les choses, c'est qu'il sort de lui-même et il est ouvert, il voit vers où il va et il prend à cœur ce que vers où il veut aller lui renvoie. Ce que vers où il veut aller lui renvoie, c'est une résistance au fait à son intégration, à vers où il veut aller. Voilà. Herzl ressent une résistance vers où il veut aller, comme si il ne pouvait pas arriver au but de ce qu'il veut atteindre, qui est le but même de la Révolution française, de la Scala, des Lumières. Donc si Herzl, tout son but ultime dans sa vie, c'est réussir la Scala, c'est réussir l'assimilation, le projet juif ashkénaze des Lumières, ok, il se rend bien compte qu'il y a une résistance qui émerge, qui se réveille, celle du rejet du juif à travers l'étiquette, à travers ce qu'on appelle l'antisémitisme, à travers des clichés qu'on lui renvoie, des défauts qu'on lui renvoie. Donc au final, il y a une séparation voulue du non-juif du juif. Le juif, il est pointé du doigt. Le juif, il est maudit, comme maudit. Il est impossible pour lui de réussir à s'assimiler, il est impossible pour lui
que ce non-juif maudit disparaisse de sa tête. Voilà. Donc, ça veut dire que l'antisémitisme fait de la judaïté une sorte de malédiction déterminée et indéfectible, inenlevable. Et ça, pour Herzl, c'est son grande obsession, c'est son souci de sa vie. Comment faire pour pouvoir totalement être aimé des non-juifs et accomplir le but final, le but total de la Scala, de l'assimilation, tel que Moshe Mendelssohn, tel que la Révolution française a idéalisé, tel que nous avons voulu, tous les juifs ashkénazes, laïcisés et éclairés. Et bien du fait qu'il est tellement ouvert vers les autres, vers les non-juifs, vers chez qui il veut aller, il veut s'intégrer, que le fait que chez eux il y a de l'antisémitisme, ça l'emmène à intégrer cet antisémitisme. Ça l'emmène forcément à se penser dans le non-juif. C'est-à-dire que ça l'emmène à dire, si le non-juif, si la société dominante vers laquelle moi j'aime et je veux aller, et que je désire par-dessus tout, pense comme ça, à des perceptions comme ça sur les juifs, forcément, par identification, parce qu'il se projette vers le goy, son idéal, donc il s'identifie au goy, donc il veut s'intégrer au goy, il veut intégrer le goy en lui, forcément que lui aussi il se met à réfléchir comme ça, malgré lui, qu'il le veuille ou non, du fait que c'est vers où c'est son idéal, la société extérieure, donc les clichés antisémites, les idéaux antisémites lui rentrent dans la tête. Et dès que lui, tout d'un coup, dès qu'il voit la juiverie, si l'on peut dire, c'est-à-dire il voit il voit des juifs qui causent, qui l'empêchent, qui causent aux juifs de ne pas pouvoir s'intégrer, lorsqu'il est confronté à ce que les goïms disent sur les juifs, aux clichés antisémites, alors lui-même, il peut avoir ce ressenti antisémite. En fait, ce ressenti antisémite et ces idées antisémites qu'il a, c'est parce qu'en fait, il y a de l'antisémitisme de l'extérieur. Ça veut dire parce que lui, il veut totalement s'identifier, il veut totalement s'intégrer aux non-juifs, que l'antisémitisme lui l'habite. L'antisémitisme le rentre à l'intérieur, et en fait, c'est sa façon à lui aussi. Voilà, c'est sa façon à lui aussi de ressentir qu'en fait, il est devenu goy, parce qu'en fait, s'il est capable lui aussi de comprendre et de ressentir, d'expérimenter, de ressentir en lui les problèmes des juifs, l'antisémitisme, donc les défauts que les juifs auraient et l'animosité, la haine qu'on peut avoir contre les juifs, c'est en ça même qu'il s'accomplit au mieux dans la Scala, il s'accomplit au mieux dans l'assimilation. C'est qu'il a intégré complètement le goy Esav, le goy occidental en lui. Donc en fait, à l'instant même où il peut ressentir l'antisémitisme, en fait, c'est ce qu'il y a de plus sémite chez lui. Ça veut dire que c'est parce que c'est sa sensibilité juive, sa honte, ce juif, son complexe de juif, qui souffre d'avoir une résistance vers l'extérieur et qu'il veut s'intégrer à l'extérieur. Alors, pour pouvoir être aimé des non-juifs, pour pouvoir se sentir aimé des non-juifs et que finalement, il est lui aussi, il a enfin réussi à être un goy, ce qui l'obligeait lui aussi, tout d'un coup, lorsqu'il voit les choses que les antisémites pointent du doigt comme les défauts et comme des choses mauvaises pour la société, lui aussi, il va le ressentir. Et quand il a ce ressentiment antisémite, ça lui permet en fait, à l'instant T même, d'avoir le sentiment qu'il est intégré au monde goy. Donc c'est donc en fait l'inverse qu'il faut comprendre. C'est un juif qui est dans le projet juif messianique de s'assimiler, de trouver son bonheur avec les non-juifs, que le fait qu'il y a une résistance, une haine contre lui et contre les juifs, surtout contre les juifs, alors il va, à l'inverse, il va lui se rapprocher, il va en fait haïr les défauts des juifs, c'est-à-dire qu'il va lui-même, il va tenter, essayer de ne pas être ce juif-là maudit, ce juif de l'argent que les non-juifs pointent du doigt et qu'à cause de ça ils sont haïs. Il va essayer lui-même d'être le bon goy, de s'enlever tous ses défauts juifs, ok, et d'avoir lui aussi cette hargne, cette haine, cette animosité vis-à-vis de la juiverie traditionnelle qui lui cause à lui de ne pas pouvoir être aimé. Donc l'antisémitisme de Herzl,
c'est le désir le plus sémite de pouvoir être aimé des non-juifs. Et ça, c'est la pire des choses pour les antisémites. S'ils comprennent ça, c'est comment en fait l'antisémitisme de Herzl, c'est comment en fait un juif, il a réussi à s'approprier même l'antisémitisme. Voilà, ça c'est la folie si ça arrive à comprendre ça. C'est qu'en fait, il n'est pas antisémite comme eux sont antisémites. Voilà, il y a ici un point très important. Herzl a fréquenté Édouard Drummond. Il disait Drummond c'est un artiste. Il le valorisait beaucoup. Et il écrit, il a dit une grande part de ma liberté conceptuelle, je la dois à Drummond. Il valorisait Drummond. Mais la différence qu'il a avec Drummond, c'est quoi? Comme j'expliquais dans les cours précédents, c'est que Drummond, il arrive à identifier dans la société, dans la France juive, dans toute cette France, une entité spirituelle, métaphysique juive. Il fait de juifs un profil. Et même des non-juifs, les cosmopolites, les athées, les communistes, tout ça, ils voient ça comme des dérives juives. Il n'y a rien de propre aux goïs. Si ce n'est que les juifs avaient été là, les goïs eux-mêmes n'auraient pas été imprégnés ou n'auraient jamais eu ces idées-là. Le goï par excellence, l'âme goï, il arrive à faire ressortir l'âme goï, c'est-à-dire le chrétien de souche française. Donc j'ai expliqué qu'en fait, c'est grâce aux juifs qu'il arrive à se penser lui-même l'antisémite. C'est parce qu'il voit dans le juif une vraie identité physique et morale et spirituelle, qu'en voyant ça, et en l'apercevant comme quelque chose de mauvais, il arrive à contrario, à contraste, à s'identifier, à se réidentifier, à comprendre que lui, il n'est pas comme les juifs, mais il est quelqu'un de meilleur. Ils sont un arien, ils sont un chrétien. Okay, il arrive à ressentir qui il est au niveau de l'âme, au niveau du métaphysique, essentiellement face aux juifs. Et donc l'antisémitisme, ça permet en fait au goy de rejeter celui qu'on a voulu l'assimiler à lui. Et donc finalement celui qui... C'est pas que le juif qui veut s'assimiler au goy, c'est le juif. C'est le goy qu'on a assimilé au juif, à ce juif laïcisé, à ce juif qui est intégré secrètement à la société. Donc l'antisémitisme, c'est le moyen, en fait, c'est la façon traditionnelle en fait, de renouer avec l'antijudaïsme, c'est-à-dire de rejeter de disque et de mettre dans une boîte, dans une imitation, le judaïsme, de l'inférioriser et de le rendre en partie mauvaise, pour qu'en contrepartie, nous on se pense les chrétiens supérieurs. Donc finalement, on s'approprie l'identité prétendument supérieure des juifs, c'est nous qui l'avons. Donc le juif permet à nous de se penser à son égal, à son auteur et même au-dessus de lui. Et bien, autrement, on renoue avec ça. Le but de l'antisémitisme, c'est pas de tuer les juifs, c'est qu'ils sont là, mais qu'on permette de les voir, de percevoir qu'ils sont eux l'incarnation du Satan, l'incarnation du mauvais comportement, d'un profil humain hideux et dégoûtant et débridé, et qu'à contrario, nous avons essentiellement une âme beaucoup plus élevée que ça. Voilà le but de l'antisémitisme. Donc l'antisémitisme, ça sert à tout prix à rejeter, à refaire la séparation radicale entre l'âme judaïque et l'âme chrétienne ou arienne. Or, Herzl, qui fréquente Drummond, regardez bien la différence, c'est là très important. Herzl qui fréquente Drummond et qui, on a l'impression qu'il aura les mêmes propos antisémites et qui aime les antisémites, enfin, qui les comprend, et qui intègre l'antisémitisme en lui, et qui a lui-même parfois des expressions, des phrases et de la pensée antisémite. Mais Herzl, il voit l'antisémitisme comme une bonne chose. Ça veut dire que... Et pourquoi il voit ça comme une bonne chose? Au contraire, c'est une mauvaise chose pour lui, puisque lui, il est juif. Et l'antisémitisme n'a d'autre but, finalement, que d'empêcher les juifs de pouvoir se fondre dans la masse. On refait bien la distinction claire et officielle entre le juif et le chrétien, entre le juif et le goy. Alors pourquoi Herzl il peut arriver à penser que l'antisémitisme finalement c'est une bonne chose pour les juifs? Parce qu'en fait, Herzl, pourquoi il arrive à lui aussi avoir des ressentis antisémites? Parce que lui, il idéalise Esav, le goy. Alors comme le goy, il perçoit chez les juifs des mauvaises choses. Ben Herzl il est sincère. Voilà toute la différence. Herzl peut être perçu comme un antisémite sincère. Alors que Drummond, c'est pas un antisémite sincère. C'est un antisémite qui, grâce à l'antisémitisme, permet simplement de rejeter, de mettre la haine sur le juif pour que lui,
il se recrée une identité. Ou on peut aussi voir à l'envers. On va comprendre au final qui est sincère, qui n'est pas sincère. Là, on peut percevoir que Herzl, c'est un antisémitisme sincère, où il croit à l'antisémitisme. Il croit que les arguments, que les clichés que disent les non-juifs sur les juifs, ils sont trop attachés à l'argent, ils profitent des guerres, arrivent à se faire même à cause de la banque, à cause d'eux. Ils pensent que l'antisémitisme est bénéfique pour les juifs parce qu'ils pensent que c'est sincère. Ça veut dire que ce sont des vrais défauts que le non-juif, parce que lui il est plus évolué que le juif, il n'a pas toutes ces tares mentales que le juif, alors il pointe du doigt et il est exaspéré, ça le dégoûte. Il est harcelé par ce mal-là que les juifs dans la société ont. Donc lui, il est sincèrement antisémite dans le sens où il pense que c'est vrai ce que disent les antisémites, que les juifs ont véritablement des défauts. Et que ces défauts juifs empêchent aux juifs de pouvoir réussir leur askala. Ils empêchent aux juifs de pouvoir réussir leur assimilation. Et donc en fait, si on n'arrive pas à s'assimiler, voilà ce que Herzl arrive à comprendre. Sinon on n'arrive pas à s'assimiler. Si on n'arrive pas à pouvoir être aimé du non-juif, c'est parce qu'en fait, véritablement, ils ont raison. Véritablement, le juif a en lui des mauvaises attitudes qui le rendent asocial, il est parasite, il a des façons de faire dans la société qui ne plaît pas aux goy. Et donc, pour ce faire, l'antisémitisme finalement est très bien. C'est que l'antisémitisme, ce sont les non-juifs qui simplement nous disent nos défauts. Et donc, si on sait entendre l'antisémitisme, voilà ce que Herzl, tout le cri de jeu Herzl, toute la nouveauté de Herzl. Herzl a dit, si on sait entendre l'antisémitisme, Herzl est en train de dire, il ne faut pas rester fermé sur soi, dans une posture de défense. On reste sur la défensive. On reste dans la posture du juif victime qui se sent agressé, qui se sent rejeté et qui, pour se défendre, ne peut que créer en politique une lutte contre l'antisémitisme. Et c'est tout. Là, c'est rester dans son problème et se créer une barrière avec des lois, chercher encore à imposer du pouvoir pour se protéger contre quelque chose qui serait complètement délirant. Mais Herzl, il dit pas du tout. Il dit c'est pas du tout délirant. Il dit si on sait entendre le non-juif, il dit il faut être capable de s'ouvrir à l'autre totalement. Si notre idéal c'est la société occidentale, ce sont les non-juifs, ce sont les goïms. C'est vers eux qu'on veut tendre. Donc c'est eux qu'il faut entendre. Il faut rentrer dans leur tête, il faut rentrer dans leur cœur et dans leur cerveau. Et s'ils ressentent de l'antisémitisme, c'est pas un délire. C'est que véritablement, il y a chez les juifs des choses qu'ils aiment pas. Et s'ils aiment pas, comme c'est eux que nous aimons et que nous chérissons et que nous voulons être, donc nous devons les écouter. Et si on est capable de les écouter, on va s'en rendre compte effectivement qu'on a véritablement des choses qui nous rendent asociales et qui en fait leur font du mal. Donc, l'antisémitisme est très bien pour nous. Parce que grâce à l'antisémitisme, on va pouvoir forcément, même que ça peut se passer par l'agressivité, mais du moins ça va nous éduquer. On va apprendre, ça va nous forcer à nous changer en fait, à changer notre caractère. Voilà, donc Herzl est arrivé à penser que l'antisémitisme c'est le meilleur enseignement de morale, c'est la meilleure claque qu'on peut donner aux juifs pour qu'ils arrivent finalement à forger leur caractère, à enlever leur mauvaise attitude et finalement à les rendre sociales, finalement à pouvoir les intégrer. Herzl voit dans l'antisémitisme quelque chose de très bon, une vérité que le non-juif renvoie aux juifs et que le juif doit savoir entendre pour qu'il s'éduque lui-même, pour qu'il apprend à enlever ces mauvaises caractéristiques-là, et que si on arrive à ça, si le peuple juif, l'ancien peuple juif du ghetto, arrive à totalement se modifier dans ses mauvaises tendances asociales, ok, et ben il arrivera enfin à pouvoir, là réellement il pourra véritablement devenir un bon goy, un homme civilisé, un homme adapté à la culture blanche, au peuple européen. Réellement, il pourra s'intégrer à la société chrétienne sans qu'il subisse de l'antisémitisme. Donc l'antisémitisme est simplement le renvoi du non-juif au juif qui sort du ghetto avec des tares mentales, psychologiques qu'il a des comportements qui le rendent haïssable. Effectivement, le fait que le juif a des comportements qui le rendent haïssable, c'est une vérité qu'il faut savoir entendre. Donc Herzl représente le juif qui a été capable d'aller jusqu'au bout de l'assimilation. Il a été capable
de s'ouvrir aux non-juifs, même dans son antisémitisme. Il a été capable de comprendre qu'est-ce que l'antisémite dit, sincèrement. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Voilà vers où va l'ouverture de Herzl. Herzl, c'est en fait ce juif, on peut le définir, un juif en mutation. Il est en mutation entre l'ancien juif des ghettos et la société de l'extérieur. Il est entre les deux, il est dans le pont. Et lui, vers où il veut aller, c'est vers où ce que tout le monde veut aller, c'est-à-dire c'est aller vers l'extérieur, vers les non-juifs. Or, à la différence des autres juifs, qui, face à l'antisémitisme, ont l'impression que finalement ils sont re-exclus, ils sont exactement comme dans le passé, on recrée une barrière entre les juifs et les non-juifs, ce qui est l'antisémitisme autrement, le but à atteindre, et ben Herzl il est plus sincère dans le sens où il croit à l'antisémitisme, il est capable d'aller entendre ce que disent les non-juifs, et tellement il veut être comme les non-juifs, tellement il veut rentrer dans la société non-juive, pour finalement tellement il veut ce pouvoir de liberté, ce pouvoir occidental, ce pouvoir de Esav, qu'il va lui aussi intégrer l'antisémitisme dans lui, il va le prendre en compte. Et il va lui aussi être antisémite. Donc en fait, Herzl, c'est le juif qui dépossède le goy de l'antisémite de son antisémitisme. Même l'antisémitisme, il l'a pris. Et il en a fait une force de pouvoir. Il a transformé en une force bénéfique. Non pas comme ce que eux cherchaient à faire avec l'antisémitisme, qui était simplement un but de dire voilà, ça c'est le mal, et c'est le mal pour le mal, et ça va rester mal tout le temps. Et que nous, on est bien. Lui, il entend le mal, il le prend au sérieux, et il dit, hein, puisqu'on nous voit comme mal, il faut savoir entendre ce mal, et il faut se rendre meilleur. Il faut qu'on se modifie pour arriver au bien, c'est-à-dire à la société occidentale. Voilà la folie de Herzl, l'antisémitisme de Herzl, c'est ce qu'il y a de plus juif en fait. C'est l'accomplissement même de la judaïté, de la volonté juive de l'assimilation, jusqu'au bout, et pour le bien des juifs. À présent, une question se pose, c'est pourquoi Herzl, on sait bien que Herzl, c'est suite à l'histoire Dreyfus, l'affaire Dreyfus, c'est là où il a un déclic. Ça veut dire que sa volonté de réussir l'assimilation, en fait, il est mu par la conscience, motivé par la conscience juive de son époque, juif ashkénaze. Simplement, lui, il est beaucoup plus sensible à l'antisémitisme, au fait qu'il n'arrive pas à s'intégrer, et donc, il va utiliser même l'antisémitisme, il va prendre en considération l'antisémitisme, et arriver à penser qu'il faut, nous, se modifier, et non pas rejeter l'antisémitisme. Il faut apprendre à s'adapter à l'antisémitisme, entendre, prendre ça comme une vérité pour que nous, on s'éduque et pour qu'on puisse s'intégrer. Ok ? Donc Herzl, il participe totalement à la conscience sociale ashkénaze du but que Moshe Mendelssohn, que la Révolution française a promu. Donc lui, il en est le bout, il en est l'ultime, le bout ultime où il va jusqu'au bout, jusqu'à même devenir lui-même antisémite, jusqu'à intégrer l'antisémitisme comme une vérité auquel le juif doit savoir entendre et doit savoir se modifier et s'éduquer. Pourquoi alors ? Qu'est-ce qui s'est passé à l'histoire Dreyfus ? L'histoire Dreyfus, d'un coup, Herzl a un changement d'idée. Il y a quelque chose, il y a un déclic qui se fait dans sa tête, où là il se dit c'est plus possible. Dès qu'il se passe l'affaire Dreyfus, il dit il y a un truc qui se passe, il a compris un truc, un déclic dans sa tête, où c'est là qu'est née l'idée sioniste, c'est là où Herzl est arrivé à l'idée qu'il fallait à tout prix créer un territoire, une terre pour les juifs, et non plus chercher à vivre en Europe. C'est-à-dire que, a priori, l'histoire du sionisme, l'origine, l'idée même d'une terre pour les juifs, mais c'est l'opposé total à ce que lui-même cherchait. C'est l'opposé total à la Haskalah, à la messianité par la Révolution française, par l'assimilation. Comme Herzl, qui était dans un but, qui était l'accomplisseur parfait, qui était au bout du chemin de l'accomplissement de Moshe Mendelssohn, de la Haskalah, des Lumières, de la volonté messianique assimilatrice, comment lui, tout d'un coup, il bifurque totalement. Un beau jour, Herzl, il bifurque, et il a un déclic qui lui fait dire que non, on ne peut plus rester en Europe, il faut aller ailleurs. Il faut qu'on trouve un territoire. Qu'est-ce qui s'est... Et or ça, on sait bien que c'est l'affaire Dreyfus qui lui a fait ce déclic-là. Qu'est-ce que l'affaire Dreyfus a de spécial ? Pourquoi l'affaire Dreyfus lui fait un déclic qui lui fait dire non, c'est plus possible, on ne peut plus rester en Europe. Et là, lui vient l'idée sioniste.
Et il va prendre ce projet au plus grand des sérieux, il va en faire le but de sa vie, qui est sa vie très courte, hein. C'est vraiment les quelques années qui lui restent à vivre, parce que Herzl est mort à 44 ans, et c'est en 1895 que ça commence, toute cette histoire, 96, etc. Ça va lui prendre, il lui reste exactement 7 ans, 9 ans à vivre, pas plus que ça. C'est en moins de 10 ans, et ça fait avant qu'il ait atteint l'âge de 40 ans, ça, en fait, ça était très jeune. À l'âge de 35 ans, déjà, il est en train d'inventer, d'initier l'idée féministe qui fera ce qu'on est arrivé aujourd'hui à avoir qui fera le pays d'Israël. Comment l'État d'Israël a pu naître un personnage pareil, aussi jeune, en quelques années, et avec un déclic qu'on ne comprend a priori pas, qui s'est opéré durant l'affaire Dreyfus.